Bien, bonjour, merci de nous accueillir. Nous sommes donc avec Francis Barrel, le directeur de PayPal. PayPal, donc tout le monde connaît, c'est surtout cette entreprise qui est connue pour ses solutions de paiement dématérialisé, mais qui a aussi des activités qui vont bien au-delà. Ce qui fait de PayPal un observateur vraiment privilégié des tendances en matière de commerce électronique. Alors Francis, quels sont les principaux changements que vous avez vus émerger ces dernières années, avant qu'on parle de ceux qui vont se profiler dans les années à venir? Bonjour Didier, bonjour à tous. Alors effectivement, PayPal existe depuis 1998, donc on est un peu le dinosaure de la tech, mais c'est cette ancienneté qui nous donne une visibilité, une vision sur l'évolution de ces 24 dernières années, aussi bien de la tech que du e-commerce et du retail en général. Et aujourd'hui, on a plus de 430 millions de clients dans le monde. On travaille avec plus de 30 millions de e-commerçants, de retailers, de freelancers, et on travaille surtout avec toutes les verticales. Ça va des pure players aux retailers, au luxe, aux entreprises caritatives aussi. Et donc du coup, c'est tous ces mouvements, toutes ces transactions, toutes ces évolutions, surtout sur la consommation, les modes de consommation, que ce soit via les smartphones qui existent depuis plus de 15 ans aujourd'hui, mais aussi aujourd'hui les réseaux sociaux, la place des influenceurs. Donc c'est toutes ces tendances qu'on essaie d'analyser nous-mêmes avec la data qu'on utilise, mais aussi en passant par des partenaires qui peuvent nous aider pour faire des dossiers, des papiers blancs et pour essayer d'anticiper ce qui va se passer dans le futur. Alors on le sait, ces évolutions, elles sont portées souvent par des évolutions technologiques. Mais il y a aussi des phénomènes de société. On est sorti d'une période un peu difficile avec la pandémie, avec le confinement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé qui a accéléré les tendances ou l'arrivée de nouveaux comportements de consommation? Alors tout à fait. En fait, ce qu'on voit, c'est que bien avant la période actuelle, on a parlé d'inflation tout à l'heure, le CEO de Burger King en a parlé, mais avant même la guerre en Ukraine et avant même la pandémie, on voyait une évolution des tendances. Et ce qu'on voyait surtout, c'est que les consommateurs étaient à la recherche d'une consommation plus propre, plus éthique, plus proche aussi en fait. On parle du e-commerce, mais on peut parler du éco-commerce, on peut parler aussi du re-commerce. Donc il y a toutes ces tendances qui se mélangent, qui se sont accélérées ces dernières années, puisque entre 2019 et 2021, on a vu que sur Google, les recherches pour les magasins de seconde main ont augmenté de plus de 80%. Donc les clients, avant même la pandémie, avant même la fermeture de magasins pendant les confinements, étaient à la recherche d'une manière différente de consommer. Alors justement, ces nouvelles tendances que vous nous décrivez, quel impact elles ont sur les entreprises et comment les entreprises peuvent-elles s'adapter dans ce contexte? Alors, il y a différents impacts, il y a différentes contraintes, mais il y a aussi différentes opportunités. Ce qu'on voit sur les contraintes, c'est ce que je disais, c'est que les consommateurs recherchent du plus propre et du plus proche. Donc on voit qu'aujourd'hui, le Made in France, le Made in Europe ou aussi même le local, on ne veut même plus que ce soit que des produits viennent de Nice ou de Marseille, mais qui viennent de la région parisienne. Et donc c'est une tendance qui s'accélère où les produits doivent être vraiment sourcés localement. Et donc pour les opportunités, ça aide les entreprises à créer des tout nouveaux modèles. On l'a vu avec Back Market. Il y a quelques années, qui est devenu le leader quasi mondial du reconditionné, pas que des smartphones, mais aussi des frigidaires, des produits électroniques au sens large. On le voit aussi avec les retailers comme le Printemps ou les Galeries Lafayette qui ont créé des espaces dédiés dans leurs grands magasins pour le reconditionner. On le voit aussi avec La Redoute, avec Cdiscount, avec Il était une seconde fois. On le voit aujourd'hui, en fait, on a le reconditionné, la seconde main, l'occasion, qui est devenu au centre soit de business model, soit en tout cas qui impacte ces opportunités, enfin les modes de consommation. Et on le voit aussi avec des secteurs qui avant étaient complètement éloignés de ce type de consommation, comme le luxe par exemple, qui s'y est mis aussi. Vestiaire Collectif, qui est une très très belle pépite française, qui a aujourd'hui une valorisation à plus de 1,7 milliard de dollars, qui a eu une levée de fonds avec Kering en particulier dedans. On l'a vu avec Yoox dernièrement, qui s'est fait racheter par son plus gros concurrent portugais Farfetch. Et du coup, on voit ces grandes entités, en fait, qui étaient des petites startups au départ, qui sont devenues des scale-up, qui sont aujourd'hui des licornes, qui viennent presque des décacornes, et qui montrent que le luxe, qui était dans cet univers très contrôlé, est prêt à prendre en compte ces demandes des consommateurs, qui est de faire, encore une fois, du plus propre, du plus éthique aussi.
Et alors, est-ce que les consommateurs jouent le jeu? Est-ce que finalement, ils ont confiance dans ces nouvelles façons d'aborder le commerce qui sont plus éthiques, plus proches, etc. Alors justement, dans une étude qu'on a menée récemment, on a vu que 35% des consommateurs aujourd'hui recherchent des marques qui ont un comportement éthique, qui ont des valeurs qui sont en adéquation avec les leurs. Et ce qui est intéressant, je parlais tout à l'heure des influenceurs ou des nouveaux modes de consommation, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il peut y avoir un phénomène de greenwashing, un risque de greenwashing de la part des sociétés, mais ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de consommateurs deviennent des lanceurs d'alerte en quelque sorte. On parle en anglais de whistleblower, donc ces lanceurs d'alerte qui avant étaient plutôt des employés en interne, et aujourd'hui sont des clients qui, quand ils adhèrent à la mission d'une marque, vont l'encenser sur les réseaux sociaux. Et s'ils découvrent que la marque leur a menti ou fait, encore une fois, ce greenwashing dont je viens de parler, ils vont être les premiers à lancer des alertes et à dire attention, et presque à lancer des mouvements de boycott aussi. Donc c'est très très important de plus en plus, et pour les entreprises, d'écouter les clients, et pour les clients, du coup, de faire entendre leur voix pour que les entreprises changent leur mode d'approvisionnement. Encore une fois, on l'a vu dans le secteur du fast-food, on le voit dans le secteur du luxe, on le voit pour les jeans, par exemple, il y a 1083, qui est une belle réussite française, qui source tous ses produits qu'en France, d'où le terme de 1083. On le voit aussi, par exemple, avec une belle start-up qui s'appelle What Matters, qui, eux, en fait, ne produisent que des conteneurs en verre ou des produits pour en fait, se réapprovisionner et qui sont 70% moins impactants pour l'environnement que les recharges traditionnelles. Alors, ça, c'est très bien. C'est des initiatives qui sont louables. Il y en a peut-être d'autres qui sont un peu plus liées à la manière dont les nouveaux consommateurs se profilent. On parle beaucoup en ce moment des super apps, on parle du shopping hybride. Est-ce que c'est des tendances que vous remarquez et sur lesquelles vous avez un point de vue particulier? Alors, je vais revenir au super app, mais effectivement, le shopping hybride, on l'a vu avec les différents confinements. Tout le monde parlait du click and collect, du buy online, pick up in store. C'est vrai que la France, par exemple, est la reine dans le monde entier d'avoir les livraisons des colis dans les relais colis, dans les points relais. Plus de 75% des e-commerçants physiques aujourd'hui livrent dans les relais colis. Et donc ce qu'on voit, c'est que l'expérience hybride est essentielle pour beaucoup de consommateurs. 27% de tous les Français aujourd'hui veulent du shopping hybride et 36% de la génération Z. Donc c'est intéressant parce qu'on se dit plus les gens sont jeunes et sont des digital natives, moins ils vont vouloir aller en magasin et au contraire, ils veulent cette expérience hybride. Donc ils veulent pouvoir commencer sur Internet ou sur leur smartphone et terminer en magasin ou commencer en magasin et terminer sur leur smartphone. Donc ça veut dire qu'au-delà de travailler avec des influenceurs, de travailler l'expérience client, il faut continuellement penser le parcours client pour que les gens s'y retrouvent et du coup en fait se sentent uniques. On peut parler de fidélité à un moment donné ensemble aussi si vous voulez, mais se sentent uniques et se sentent reconnus de la même manière online qu'offline, on le dit, ou dans le commerce physique versus le commerce digital. Et alors les super apps du coup? Donc c'est intéressant parce que c'est un mouvement qui a commencé en Asie il y a plusieurs années, parce que c'était des pays où, par exemple, il n'y avait pas de carte de paiement, il n'y avait pas de terminal de paiement électronique, de TPE. Et donc, plutôt que d'attendre un équipement de la part des boutiques, tous les magasins et tous les consommateurs se sont équipés en smartphone. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on appelle ça en anglais un leapfrog. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu un saut technologique entre les magasins qui étaient juste en espèces vers des magasins qui étaient 100% équipés en téléphone mobile. Et donc, à cause de ce taux d'équipement de smartphone qui est arrivé pratiquement du jour au lendemain en Asie, on a eu la création de super apps qui regroupaient aussi bien la restauration que le paiement, que les services financiers. Donc effectivement, les deux plus connus aujourd'hui sont WeChat et Alipay, qu'on retrouve en Asie, et qui regroupent le microcrédit, l'assurance habitation, l'assurance automobile, la commande de nourriture, et ainsi de suite. Donc ça, sont des tendances qui sont vraiment bien ancrées en Asie. En Europe, aux États-Unis, on le voit un peu, mais ce n'est pas encore mass market, on va dire. Par exemple, Uber, que je pense que tout le monde connaît aujourd'hui, a commencé par le VTC, donc le transport de personnes d'un point A à un point B. Et ils ont rajouté Uber Eats, qui est le transport de restauration d'un point A à un point B. Peut-être que demain, ils concurrenceront la Poste ou FedEx en transportant juste des colis d'un point A à un point B. Donc on le voit déjà qu'il y a des prémices.
On le voit aussi aux États-Unis avec Starbucks, par exemple, qui a essayé de s'associer avec des partenaires pour la fidélisation, pour l'expérience client toujours. Donc il y a de plus en plus d'expériences autour des super apps. Nous-mêmes, et on n'est pas là, même s'il y a eu une page de publicité tout à l'heure, je ne suis pas là pour parler de PayPal, mais nous-mêmes, on a lancé aux États-Unis une super app qui regroupe l'épargne, les dons aux sociétés caritatives, l'investissement en crypto. Donc on essaye d'être en avance par rapport aux besoins des consommateurs et de partager cette connaissance client avec tous les e-commerçants si eux-mêmes tâtonnent sur les super apps. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est plus un mouvement de fond en Asie qu'un mouvement puissant qui n'arrive pas encore en France ou en Europe. Donc vous êtes plutôt dubitatif sur l'intérêt de ces applications en Europe? Alors, encore une fois, c'est ce que je disais, notre rôle par rapport aux retailers qui sont présents aujourd'hui, c'est d'être toujours à l'écoute, d'être toujours en avance par rapport aux tendances et de les étudier, de les formaliser dans des rapports et de les partager avec le plus grand nombre. Après, ce qu'on voit, par exemple, il y a beaucoup de buzz en ce moment autour du métaverse, autour du Web 3, donc tout ce qui est NFT, crypto et ainsi de suite. Donc pareil, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de marques, on l'a vu en France avec Monoprix, Carrefour, qui ont tenté quelques drops, on appelle ça des distributions de NFT, et du coup, ça marche pour un nombre limité de personnes. Donc pareil, c'est intéressant d'un point de vue test, d'un point de vue pilote, mais encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas du tout mass market. Je pense que les retailers, encore une fois ici présents, savent que les tendances se sont accélérées avec le Covid, ont pas mal évolué. Mais encore une fois, pour le moment, puisqu'on parle du commerce hybride, les gens veulent un mix de physique et digital. Ils ne sont pas prêts à passer complètement au commerce virtuel et à faire de la réalité augmentée et du commerce virtuel à 100%, parce que ce soit à cause des confinements qui ont ralenti cette tendance, ou les digital natifs qui, au contraire, justement, parce qu'ils sont nés avec un téléphone dans la main, recherchent une expérience plus authentique aujourd'hui, on voit que pour le moment, ça ne prend pas. Alors justement, comment, au regard de toutes ces évolutions, de tous ces changements de comportement de consommation, comment les retailers peuvent s'adapter pour attirer de nouveaux clients et, mieux encore, pour fidéliser les clients qu'ils ont? Alors, nous, quand on travaille avec des retailers, on leur parle des 3 moments clés de l'expérience client qui est l'acquisition. Donc, c'est vraiment le marketing, c'est comment est-ce qu'on attire des prospects vers son monde. Donc, ça peut être un lab, ça peut être le magasin physique, ça peut être le magasin digital. Donc, c'est le premier moment phare. Après, il y a le deuxième moment phare qui est la conversion. Donc, c'est comment est-ce qu'on transforme un prospect en client. Et ça, évidemment, c'est clé. C'est pour ça que l'expérience client dont on parlait tout à l'heure est très important, que ce soit un mix entre hybride et digital, enfin entre physique et digital. Et après, le troisième moment, c'est la rétention ou la fidélisation. Et ce qui est intéressant, c'est que ce soit les startups qui sont un petit peu plus, on va dire, naïves, ou même parfois des grands retailers, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, la partie marketing et conversion sont tellement importants qu'ils oublient la partie rétention. Et donc, du coup, la partie rétention, ce qui est intéressant, c'est qu'elle commence au moment où l'achat a été confirmé. Et c'est plus de la conversion à ce moment-là, c'est de la rétention déjà. Puisqu'en fait, moi, j'aime bien dire que la livraison, c'est aussi livrer une promesse. En anglais, on dit « to deliver on a promise ». Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui avec les soucis de logistique, c'est que c'est encore plus compliqué de livrer en temps et en heure. Et donc, c'est essentiel de rassurer le client, de l'informer. Alors, il ne faut pas exagérer sur les emails qui disent « vous avez créé un compte, vous venez de commander, on va vous prévenir quand il y aura la livraison. Ah, la livraison est déjà en route et on prépare le paquet et la livraison arrive ». Non, il faut faire attention. Mais en même temps, la transparence et l'information est essentielle. Et donc, du coup, la rétention passe par la livraison, la logistique, mais passe aussi par les services premium. Vous avez parlé de la fidélité, on parle des programmes de fidélité. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez vu récemment, Picard a lancé un tout nouveau programme de fidélité et ils insèrent par exemple dedans, pour certains clients adultes, du prépaiement pour que les enfants puissent acheter du Picard sans avoir eux-mêmes à débourser. Et donc ça fait partie en fait de l'éducation, l'information des parents et des enfants pour qu'ils mangent de manière plus équilibrée. Decathlon a relancé aussi son programme de fidélité qui inclut encore plus d'activités sportives au-delà de réduction. Donc on voit que au-delà de la logistique et de la fidélisation, il faut des programmes adaptés en fonction de ses valeurs, de la mission. On en parlait tout à l'heure, les valeurs des clients, mais c'est important aussi que la mission se retrouve dans la fidélisation. Et enfin, après, on peut parler du premium. Ça, c'est pour segmenter sa base. Et ce qui est intéressant, je parlais de la livraison. Vous avez des clients aujourd'hui qui sont prêts à payer 2 fois plus pour avoir
leurs produits plus rapidement, et certains qui ne veulent jamais payer la livraison, mais si elle arrive au bout de 3-4 jours ou même une semaine ou deux, c'est pas grave. Donc en fait, il faut suivre la courbe de demande et proposer ça. Et justement, en fait, on le voit avec un certain retailer qui a lancé cette livraison en un jour ou deux, inclus avec un abonnement annuel. En fait, les clients sont prêts à payer plus pour avoir du service en plus, mais parfois, pour honorer, récompenser des clients plus intéressants, il faut aussi leur proposer un programme plus premium. Et pour revenir au luxe dont on parlait tout à l'heure, c'est le meilleur univers aujourd'hui qui essaye de reproduire ce qu'on voit en boutique dans le monde digital en proposant un service premium avec du conseil, avec du live chat. On parlait tout à l'heure de l'expérience hybride. Par exemple, Carrefour a lancé du live shopping avec Brut, qui est un média plutôt Gen Z, et Carrefour qui est plus traditionnel. Et donc, c'est ce mélange des deux mondes qu'on peut retrouver aussi dans la fidélisation. Parce que c'est parler aux valeurs des nouveaux clients, c'est honorer ces clients qui ont une manière de shopper différemment, donc du shopping hybride, et c'est enfin les fidéliser, les reconnaître dans leur segmentation qui est différente aussi. Mais alors, il n'y a pas que l'aspect service ou l'aspect produit qui compte, il y a aussi toute cette partie immatérielle qui correspond à l'image de la marque, à ses valeurs dont on parlait tout à l'heure. C'est aussi important pour fidéliser les clients. C'est intéressant parce qu'effectivement, on tourne en boucle toujours. J'ai parlé du luxe qui va dans la seconde main, et là, on voit effectivement les valeurs. Donc, les valeurs servent pour communiquer aux clients, pour fidéliser et encore une fois pour être authentique et sincère. En fait, je disais tout à l'heure, voilà, 36% des clients aujourd'hui préfèrent une marque qui est engagée, qui est éthique pour faire leurs achats. C'est très important aussi. On voit qu'aujourd'hui, il y a 60% des entreprises qui pensent que leur service client est irréprochable. Et quand on interroge les clients eux-mêmes, c'est plutôt 56% des clients qui pensent que le service client est à améliorer. Donc la majorité est inversée. Et donc, effectivement, il y a le côté authentique, le côté sincère, le côté immatériel, le côté mystique ou mythique. Et c'est vrai que, en fait, plus une marque s'engage auprès de ses clients et respecte les valeurs de ses clients et investit dans l'acquisition, la conversion, mais en particulier la rétention, plus les investissements seront rentables. Et moi, je me souviens d'un secteur dont on parle finalement peu aujourd'hui, parce que c'est un secteur qui existe depuis plus de 25 ans, c'est la téléphonie mobile. Et c'est vrai que pendant des décennies, les clients changeaient d'opérateur au gré des offres, parce que les opérateurs se disaient on va essayer de conquérir des nouveaux clients en faisant des offres plus intéressantes pour les nouveaux clients, plutôt que de retenir les anciens clients. Et à un moment donné, il y a eu une inversion, et ils ont compris qu'avec des points, avec un système de fidélité, ils avaient moins à investir pour conquérir des nouveaux clients, et il fallait toujours investir, mais un petit peu moins pour retenir les nouveaux clients et les fidéliser. Et pour revenir donc au smartphone qui change régulièrement, le fait de proposer aujourd'hui, intégrer à l'abonnement, un service de smartphone qui peut être payé en 12 ou 24 fois et qui est mensualisé et qui peut être remplacé au bout de 12 ou 24 mois, ça permet encore une fois d'engager des clients. Et donc, vous allez me dire quel est le rapport entre la mystique d'une marque et le téléphone mobile. En fait, ça fait partie de cette interrogation constante qu'une marque, qu'une entreprise doit avoir, que ce soit un pure player ou un retailer, pour essayer d'écouter ses clients, de respecter leurs valeurs et d'être toujours en avance par rapport aux besoins clients, et pour éviter encore une fois que 56% des clients soient mécontents du service client et que les gens soient arrogants de penser à 60% que leur service client est imbattable. Alors, on a vu donc les évolutions que vous nous avez décrites au début, on a vu les changements qui sont en train de se produire, notamment dans l'attitude des consommateurs et l'adaptation des retailers. Comment voyez-vous l'évolution du secteur pour les 10 ou 20 années à venir ? Alors, j'en ai parlé un petit peu, on a parlé des super apps qui sont un peu, pour le moment, c'est un peu tôt pour en parler. Mais c'est important de le mentionner. J'ai parlé aussi du métaverse, de tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, même si moi personnellement je ne rêve pas d'un monde à la Ready Player One. Il y a tellement d'investissements et tellement de tests qui sont faits qu'à un moment donné, ça va prendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez différents métaverses qui ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Et de la même manière que vous aviez le standard VHS et Betamax au début des années 80, et qu'après vous aviez le standard Blu-ray et HD dans les années 90, donc vous avez différents métaverses qui ne se parlent pas.
Et à un moment donné, pour qu'il y ait une adoption massive, ils vont devoir se parler. Et c'est là où, du coup, ça va vraiment prendre. Donc ça, c'est ce que je vois effectivement dans les 5-10 prochaines années. Ça va avoir un impact. On l'a vu, certains retailers mettre le pied dedans en achetant de l'immobilier virtuel sur la 5e avenue virtuelle, sur l'avenue des Champs-Élysées virtuelle. Donc ils essayent parce qu'ils ont peur de rater une tendance, mais parce qu'en même temps, il y a certains consommateurs qui sont là. Je l'ai dit, c'est vraiment trop tôt, mais il y a certains consommateurs qui sont là. Après, plutôt que de parler de 5-10 ans, on peut parler aussi de ce qui va se passer dans les 12 prochains mois. On sait que l'inflation va avoir un impact sur le coût des matières premières. On sait que l'augmentation de l'énergie va créer des tensions pour la fabrication des produits, que ce soit des produits sourcés localement ou pas. Va y avoir un impact. Donc c'est vrai que nous, PayPal, on essaie continuellement de trouver des produits de financement pour les pros, du 4 fois sans frais pour les consommateurs. Donc on essaie vraiment d'étudier les tendances à 10 ans, mais les tendances à 12 mois, pour essayer de trouver le bon équilibre et répondre aux besoins des clients maintenant et dans le futur. Après, je ne suis pas Nostradamus, donc je ne peux pas vous dire exactement quelle va être la vitesse d'adoption de certaines de ces tendances. Mais ce que je sais en tout cas, c'est qu'on a fait 3 rapports récents sous l'égide Think Forward qui sont partagés avec le grand public pour essayer du coup d'évangéliser sur toutes ces tendances. Et le but, parce que je pense que là, on a parlé tellement de tendances différentes. Quand on est un retailer dans cette salle, ça doit être impossible de se dire il faut que je parle et de la marque, et de la mystique, et de la fidélisation, et du shopping hybride, et parler avec des influenceurs, des choses comme ça. Donc ils y verront plus clair en regardant les rapports. Et surtout, en fait, il faut choisir son cheval de bataille. Et enfin, moi, si j'en avais un à dire, c'est vraiment la fidélisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement compliqué pour acquérir des clients et pour se faire entendre, parce qu'il y a tellement de bruit aujourd'hui autour des marques, autour des petites marques et autour des réseaux sociaux, qu'une fois que vous avez réussi à acquérir une base de clients, c'est plus important de les fidéliser, de les utiliser comme ambassadeurs et de leur demander à eux d'aller prêcher la bonne parole pour chercher des nouveaux clients pour vous, en fait. Oui, il faut qu'ils soient fiers de leur marque, d'adhérer à ses valeurs, justement, d'utiliser ses produits. Ouais. Et en fait, on l'avait vu avec Soch, que j'imagine beaucoup connaissent, qui était l'offre un peu entrée de gamme de Orange. Et en fait, ils avaient demandé à leurs clients d'être le service client. Ouais. Et donc, ils n'avaient pas de service client par téléphone, ils n'avaient même pas de support client par email. C'était un message board où les clients existants pouvaient répondre aux autres clients. Et c'est vrai que finalement, il n'y a pas meilleur ambassadeur qu'un client engagé, et il n'y a pas meilleur service client, en quelque sorte, que client qui est passé par là aussi aujourd'hui. Bon, alors ça, ce sont les belles perspectives qui se tracent pour l'avenir. Alors, reparlez-nous de ces fameux rapports dont vous nous parliez tout à l'heure. Voilà, donc Think Forward. Donc, je pense qu'on partagera le lien avec l'audience. Sinon, vous pouvez googler PayPal Think Forward. Donc, il y en a un sur le re-commerce et le commerce social. Il y en a un deuxième sur la fidélité client et un troisième sur le shopping hybride. Et donc, c'est un peu les 3 thèmes qu'on a abordés aujourd'hui ensemble et qui permettent, encore une fois, de comprendre ces grandes tendances. Merci Francis. Et on est un petit peu en avance, donc si les gens ont des questions à poser, qu'ils en profitent. Là, tu es tout seul. Oui, bonjour, je suis le marché du financement et je sais que PayPal a investi énormément sur le 4 fois PayPal et je voulais savoir où ça en était sur le marché français, européen et autres. Comment vous évoluez ? C'est intéressant, effectivement, le paiement 4 fois sans frais ou le paiement fractionné. En anglais, on appelle ça le Buy Now, Pay Later. C'est un mouvement qu'on voit en France. La France, je pense, était l'un des pays vraiment précurseurs sur cette tendance. Et on le voit depuis une dizaine d'années. Et ça a très très bien marché. Et c'est vrai que nous, on a mis un petit peu de temps pour le lancer parce que vraiment, on voulait le lancer de la manière la plus parfaite possible. Et quand on l'a lancé, en fait, on l'a lancé à l'intérieur du portefeuille PayPal, du wallet. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, quand vous êtes un petit commerçant, vous n'avez même pas besoin de demander à PayPal pour que vos clients vous payent en 4 fois. C'est le client qui va choisir lui-même à l'intérieur de son wallet PayPal s'il veut payer en 1 fois avec sa Visa, Mastercard ou son compte bancaire, ou en 4 fois avec sa Visa, Mastercard ou compte bancaire. Donc c'est le client qui choisit.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un peu comme M. Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme, en tant que retailer, vous avez peut-être déjà des centaines ou des milliers de paiements 4 fois avec PayPal sans que vous le sachiez. Parce que la manière dont ça se passe, c'est que pour le consommateur, c'est gratuit. Il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de taux d'intérêt et il n'y a surtout pas de pénalité de retard. Et ça, c'est assez unique sur le marché. Et pour le e-commerçant, que le paiement soit en 1 fois ou en 4 fois, c'est gratuit aussi. Enfin, c'est une transaction PayPal. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de surcoût quand le client choisit, sans que le e-commerçant finalement le décide, qu'il y ait un paiement en 4 fois. Donc la trésorerie ne s'en voit pas impactée, le risque non plus, parce que c'est PayPal qui prend le risque. Et donc aujourd'hui, avec nos 14 millions de clients PayPal en France, on a déjà une très très bonne connaissance client, ce qui nous permet d'avoir un taux d'acceptation qui est, je pense, le meilleur du marché, un taux aussi de contrôle du risque qui est le meilleur du marché. Et donc ça nous permet aujourd'hui d'offrir une expérience client qui est extrêmement fluide pour l'acheteur et qui est sans aucune intégration pour le e-commerçant. Donc pour répondre, pour terminer, donc on est très très content de la manière dont ça se passe. Vous avez certains e-commerçants, surtout qui ont des paniers de base qui sont au-dessus de 100 €, où ils voient leur panier moyen qui est augmenté de 3,5 jusqu'à 4 fois. Donc ça veut dire qu'en fait ils passent de 100 à presque 400 € sur un panier PayPal et ils ont entre 20 et parfois même une majorité des transactions qui sont en paiement en 4 fois. Mais encore une fois, ils ne le savent pas nécessairement. Ce qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est qu'un e-commerçant, pour mettre en avant ce paiement en 4 fois, pour que le client soit au courant et du coup que le panier augmente et donc que le e-commerçant bénéficie, on a mis en point des petites bannières en JavaScript, donc qui sont très faciles à intégrer pour un e-commerçant. C'est la seule intégration nécessaire. Et en fait, grâce à ces bannières, du coup, vous pouvez traquer le pourcentage de paiements qui sont faits en 1 fois versus 4 fois. En revanche, vous ne savez pas si le client a payé en 1 fois ou 4 fois lui-même. Vous avez de la macro, parce qu'effectivement, c'est notre promesse vis-à-vis du consommateur de rendre anonyme son paiement, si vous voulez, d'un point de vue moyen de paiement. Francis, je pense que le monsieur a racheté un petit coup d'œil sur le site web où ça doit être expliqué aussi. Voilà, exactement. Parce qu'on nous fait signe que maintenant, il faut qu'on laisse la place. Donc merci encore et puis bonne fin de journée à tout le monde. Et on le remercie. Merci à Didier. Merci à Didier Sens. Merci.